Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur la notion de matrice d'une application linéaire et les propriétés principales qu'une telle matrice a relativement au changement de base, par exemple. Dans un premier temps, on va revenir sur la notion de la matrice d'un vecteur et d'une famille, et plus généralement d'une famille relativement à une base. Et ensuite, on va définir la notion de la matrice d'une application linéaire relativement à une paire de bases pour l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Et finir par démontrer quelques propriétés. En dernier temps, on fera aussi quelques exemples pour montrer comment concrètement, dans la pratique, ces notions sont calculées. Et voilà. Donc dans toute la suite, on va fixer K un corps commutatif, par exemple R ou C. Et on va avoir aussi un K espace vectoriel V de dimension finie, N. Et on va aussi se munir ou le munir d'une base qu'on va noter B ronde et dont les vecteurs seront notés E1 jusqu'à En, donc base de V. Donc rappelons qu'une base, juste pour que les notions soient claires, c'est une famille de vecteurs qui est à la fois libre et génératrice. OK. Alors, une base a une propriété fondamentale qu'on va rappeler, puisque c'est l'outil principal pour le reste. Donc, propriété fondamentale. Donc, tout vecteur de V se décompose de manière unique, suivant les vecteurs de la base. Donc, pour tout vecteur de V, il existe une unique famille de scalaires x1 jusqu'à xn, tel que le vecteur x s'écrive comme la combinaison linéaire des xi, ei, pour i allant de 1 à n. Alors, étant donné cette propriété, où la générativité entraîne l'existence et la liberté de l'unicité, donc étant donné ça, on note x avec indice la base, la matrice du vecteur x relativement à la base B, et ça c'est par définition le vecteur colonne x1, x2, etc., xn. Alors plus généralement, si on a une famille de vecteurs, donc si f ronde est une famille finie de vecteurs x1 jusqu'à xn, avec m un entier naturel non nul, donc ça c'est un muplet d'éléments de V, on définit aussi une matrice de la famille f ronde relativement à la base B, qui est en quelque sorte juste la juxtaposition des matrices des x1 et xm relativement à la base B. Donc, notons, quel que soit J entre 1 et M, xj somme pour i allant de 1 à n des xi, j, ei, alors on pose la matrice de la famille f ronde relativement à la base B. C'est la matrice dont les coefficients sont les x, i, j, pour 1 plus petit que i plus petit que n, 1 plus petit que j plus petit que m. Et ça, c'est une matrice qu'on va représenter comme un tableau. Matrice qui aura donc n lignes et m colonnes.
et qui est définie comme suit, donc, si on revient à la définition. Donc, par exemple, si on se place à la jm colonne, la jm colonne, c'est exactement la colonne que sont les coordonnées du vecteur xj relativement à la base B. Et il y a autant de lignes qu'il y a de vecteurs dans la base qui nous sert pour exprimer les vecteurs. Donc nème ligne, etc. im ligne. OK, donc m colonne et n ligne. OK, alors, un cas particulier de cette notion qui est important, et qui est tellement important qu'il porte un nom, c'est le cas où la famille F est elle-même une base. Donc, cas particulier. Si F est elle-même une base, et plutôt que de parler de F, on va l'appeler C. Alors, dans ce cas, on dispose de deux matrices d'une famille par rapport à l'autre, par rapport à une base. Donc, notons P, la matrice, alors de cette fois C vue comme une famille relativement à la base B, et Q, la matrice de B vue cette fois seulement comme une famille relativement à la base C. Donc ça, ce sont deux matrices carrées et qui jouissent d'une propriété particulière, à savoir que elles sont toutes les deux inversibles et elles sont inverses l'une de l'autre. Donc propriété PQ, c'est la matrice identité, c'est aussi égal à QP. Alors, P et Q, elles portent un nom dans ce contexte. Elle s'appelle matrice de passage. Et donc, P, ce serait la matrice de passage de la base B à la base C, et Q, ce serait la matrice de passage de la base C à la base B. Donc, on va le noter quand même. P s'appelle matrice de passage de B à C, et à l'envers pour Q. Alors, démontrons la propriété. La démonstration est assez simple. Donc, on va se fixer un J entre 1 et N. On va aussi donner un nom au vecteur de la base B et de la base C. Donc, B, ce seront les E1 jusqu'à En. C, ce seront les F1 jusqu'à Fn. Alors, si on revient à la définition, on a que le vecteur EJ, par définition de la matrice de passage Q, donc peut-être on va aussi donner des noms aux coefficients. Ce sont les PJ et les QIJ. Donc, par définition de la matrice Q, on a que EJ s'écrit comme la somme pour I allant de 1 à N des QIJ, peut-être qu'on va prendre pour K plutôt, c'est la somme pour K allant de 1 à N des QKJ EK, FK, pardon. Maintenant, FK lui-même, on peut le développer suivant la base P, en utilisant les coefficients PIJ. Donc lui-même s'écrit comme, disons maintenant, la somme pour I allant de 1 à N des PIK EI. Donc le tout s'écrit, modulons une inversion de somme, comme la somme pour I allant de 1 à N, somme pour K allant de 1 à N, des PIK QKJ EJ.
Ok, donc qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une expression du vecteur EJ comme une combinaison linéaire des E1 jusqu'à En, dont les coefficients sont ces sommes. Mais lui-même est déjà une combinaison linéaire des E1 jusqu'à En, puisque lui, on peut le réécrire comme 0 fois E1 plus, etc., 0 fois EJ moins 1, plus 1 fois EJ, plus 0 fois EJ plus 1, etc. Donc il va découler de l'unicité dans la propriété fondamentale des bases, qu'en fait, ces coefficients-là doivent être égaux tous à 0, sauf le JM qui va valoir 1, et tous les autres qui valent donc 0. Donc on va noter ça. Donc par unicité dans la propriété fondamentale, des bases, rappelées avant, on a que, quel que soit I et J entre 1 et N, donc que le... attention, ça c'est un I, on a que le IM coefficient là, donc la somme pour K allant de 1 jusqu'à N, des P, IK, QKJ, est égal 1 si I est égal à J et 0 si I est distinct de J. Mais là, on reconnaît aussi le coefficient du produit matriciel, le IGM coefficient du produit matriciel PQ. Donc, conclusion, la matrice PQ est égale à l'identité. Et l'autre identité se démontre de manière totalement analogue. OK. Alors, maintenant qu'on a cette notion de matrice d'une famille relativement à une base, on va définir, ou on va introduire son application principale, qui est la matrice d'une application linéaire. Donc, relativement à deux bases. OK. Alors, donc on va se donner V et W des K espaces vectoriels de dimension finie, qu'on va noter par exemple P et Q respectivement. On va se donner des bases B et 1 jusqu'à EP, base de V. Et on va se donner aussi une base C et F1 jusqu'à FQ, base de W. Et on va aussi se donner une application linéaire qu'on va noter U, application K linéaire. Alors, par définition, la matrice de U relativement à la paire de bases B et C ce sera, par définition, la matrice de la famille de vecteurs U de E1, U de En, relativement à la base C. Donc cette famille, c'est bien une famille de vecteurs de W. Donc ceci a un sens. Et on peut rappeler explicitement que quels sont les coefficients de cette base, de cette matrice, pardon. Donc plus précisément, donc il existe des coefficients qu'on va noter X et J. Donc pour I entre 1 et M, la dimension de l'arrivée, l'espace d'arrivée,
pour J entre 1 et n, puisqu'il y a autant de colonnes qu'il y a de vecteurs dans la base de départ. Donc plus précisément, il existe une matrice de XIJ, qui est donc de taille mn, telle que, quel que soit J entre 1 et n, U de EJ, soit la somme pour I allant de 1 jusqu'à m des XIJ FI. Et ces coefficients-là, par définition, ce seront exactement les coefficients de cette matrice. Alors, donc, la matrice de U relativement à cette paire de bases, c'est exactement la matrice des XIJ. OK. Alors, l'intérêt de cette notion, c'est que déjà, elle permet d'appliquer les méthodes de l'algèbre à l'étude de cette transformation géométrique qui est une application linéaire, grâce aux produits matriciels, entre autres. Et elle permet aussi elle permet d'utiliser aussi les techniques qui existent sur les matrices. Donc, on va voir une petite application de ça. Donc, peut-être la proposition principale sur les matrices d'application linéaire, donc, qui se décline en deux parties. Alors déjà, une notion qu'on a introduite avant, qui est la notion de matrice de passage. Donc, si B et C sont deux bases de V, alors la matrice de passage de B à C, ça n'est autre par définition que la matrice de l'endomorphisme identité de V relativement à C et à B. Si on revient à la définition, ceci est défini comme la matrice de la famille identité de l'image de la base C, donc de la famille C elle-même. Donc ça, c'est totalement tautologique, mais c'est quand même important. Et ensuite, la propriété qui va nous être la plus utile, c'est que si U, V et W sont des K-espaces vectoriels de dimension finie, K-espaces vectoriels de dimension finie, et si on a des applications linéaires F de U dans V et une application linéaire de V dans W, G, et si on a des bases, disons A, base de U, B, base de V, et C ronde, base de W. Alors, on dispose de trois matrices, que sont les matrices de F, G et G rond F relativement au seul choix possible de base. Donc notons, donnons tout de suite la conclusion. Alors, la matrice de G rond F relativement à A et C va être égale au produit matriciel de la matrice de G relativement à la base B et C avec la matrice de F relativement aux bases A et B. OK. Donc cette propriété, on va peut-être revenir rapidement sur la démonstration de cette identité. Avant de démontrer ça, on va donner une application qui est vraiment l'application importante, donc qui est celle de la formule du changement de base.
donc qui nous dit la chose suivante. Si j'ai cette fois un endomorphisme, de V, je reprends la notation B est une base de V, et je vais donner aussi une base B'. Et si je note P, la matrice de passage de B à B', qui est une matrice inversible d'après ce qu'on a dit précédemment, et dont l'inverse est la matrice de passage de B à B', pardon. Alors, on aura que la matrice de l'application linéaire F, de l'endomorphisme F, relativement à B', qu'on va penser comme la nouvelle base qui nous intéresse, s'exprime comme P-1, la matrice de F relativement à B, P. Donc ça, c'est une application immédiate de la propriété qui précède, en utilisant déjà le premier point pour identifier cette matrice comme elle-même la matrice d'une application linéaire. Donc ça, c'est la matrice de l'identité relativement à cette paire de bases. Ça, c'est la matrice de l'identité relativement à cette paire de bases ici. Et ça, c'est la matrice de F relativement à la paire de bases BB. Et donc, en utilisant le deuxième point, qu'on va démontrer maintenant, cette propriété découle. Alors donc, comme dernière chose, on va donc donner une démonstration de ce deuxième point, qui est encore au tableau. Donc, je reprends les notations. Du deuxième point. OK, donc on va se fixer un J entre 1 et la dimension. Peut-être qu'on devrait d'abord introduire des bases, pardon. Donc, notons P, la dimension de U, Q, la dimension de V, et R, la dimension de W. Et on va noter, donc A, ce sera la famille des, disons, alpha 1, disons U1, jusqu'à UP. B ronde, ce sera la famille des V1 jusqu'à VQ. Et C ronde, ce sera la famille des W1 jusqu'à WR. Les bases qu'on aura introduites. Donc il s'agit de calculer l'image par G rond F du vecteur UJ, donc soit J entre 1 et P. Donc calculons l'application l'image par G rond F du vecteur UJ. Donc ça, par définition, c'est l'image par G de F de UJ. Mais F de UJ, on le connaît déjà, relativement en tout cas à la base V1, VQ. Ça, c'est G de la somme pour K allant de 1 jusqu'à Q des Y K J V K. Alors, où les YKJ, ce seront les coefficients de matrice de F. Et par linéarité de G, ça c'est égal aussi à la somme pour K allant de 1 à Q des YKJ G de VK. Et G de VK, on peut l'exprimer aussi grâce au coefficient de la matrice de G relativement aux bases B et C. Donc ça va être la somme pour K allant de 1 à Q des
YKJ, somme pour I allant de 1 jusqu'à R des Z qui seront cette fois IK de WI, où on a noté donc YKJ donc pour K allant de 1 à Q et pour J allant de 1 à P. Ça, c'est la matrice de F relativement aux bases A et B. Et Z, I, K pour K allant de 1 jusqu'à Q et pour I allant de 1 jusqu'à R, c'est la matrice de G relativement aux bases C et B. OK. Et maintenant, on a terminé, quasiment. On échange l'ordre de sommation. Donc ça, c'est égal. Je reprends ici. En échangeant l'ordre de sommation, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à R, somme pour K allant de 1 jusqu'à Q, des ZIK, YKJ, WI. Et ceci, c'est le coefficient IJM du produit matriciel mat de G relativement à C et B fois mat, la matrice de F relativement à A et B. Mais c'est aussi par définition le IJM coefficient de la matrice de G rond F relativement aux bases A et B. Ça, c'est par définition aussi le IJM coefficient de la matrice de G rond F relativement aux bases A et C. OK, donc après ce bref petit rappel, on va faire quelques exemples sur des cas concrets pour voir comment ces coefficients peuvent être calculés de manière concrète. On sait qu'ils existent, les coefficients qui remplissent les matrices d'une application linéaire, par exemple, mais dans la pratique, ça peut être parfois assez difficile d'avoir une expression explicite de ces coefficients. Donc, on va voir sur quelques exemples relativement simples que parfois les choses marchent bien et que certains théorèmes que vous connaissez d'algèbre en fait, peuvent se réinterpréter comme donnant en fait, les coefficients de certains vecteurs relativement à une certaine base. OK, donc dans cette deuxième partie, on va voir sur quelques exemples concrets comment mener à bout le calcul de la matrice d'une application linéaire relativement à une paire de bases ou d'une famille par rapport à une base. Alors on va commencer mollo avec l'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer, qui est Rn muni de la base canonique. Donc notre espace vectoriel, ce sera Rn, on travaille sur le corps des nombres réels, et on va prendre comme base la base canonique, donc des vecteurs 1, 0, 0, etc., jusqu'à 0, 0 avec que des 1. Alors, si on se donne un vecteur x dans Rn, qu'on note x égale par exemple x1, xn, alors on aura que x est aussi la somme, en notant ces vecteurs E1 jusqu'à En, x est aussi la somme de i allant de 1 à n des xi, ei. Et donc, la matrice de x relativement à la base canonique, B, n'est autre que la matrice colonne x1, xn. Alors, quasiment aussi simple,
du même, en tout cas c'est le même genre d'exemple, c'est si on a un espace V, espace vectoriel réel de dimension finie avec un produit scalaire, donc un espace qu'on dit euclidien. Et si on le munit d'une base B qui serait E1 jusqu'à En et qui serait une base orthonormée, qu'on abrège par BON, base orthonormée, alors, quel que soit x dans grand V, on a l'expression suivante de x comme combinaison linéaire des EI. X, c'est la somme pour I allant de 1 à n. J'aurais dû dire de dimension n, mais bon, on se comprend. Des produits scalaires de x contre EI portés par EI. En d'autres termes, la matrice de x relativement à une base orthonormée B ronde, ce sera la matrice des produits scalaires x scalaire E1, etc. jusqu'à x scalaire En. OK. Alors, maintenant, un truc qui est peut-être déjà un peu plus intéressant. Donc, on va travailler dans les polynômes. Donc, disons, on fixe un entier naturel n et on travaille dans V qui seront les polynômes de degré O plus n à coefficient réel. Alors, si je me fixe un nombre réel A, on sait que la famille 1 x moins a jusqu'à x moins a puissance n est une famille échelonnée en degrés, et comme donc elle est automatiquement libre, et comme elle contient n plus 1 éléments, et que n plus 1 c'est la dimension de Rn crochet x, ceci est automatiquement une base. Puisqu'on sait qu'une famille libre qui a le bon cardinal, c'est-à-dire dont le cardinal est égal à la dimension de l'espace, est automatiquement une base. Alors, question. Si je me donne un polynôme P de degré au plus n, quelles sont ses coordonnées? Relativement à la base qu'on va noter B indice A. Alors, si vous avez déjà traité des polynômes, peut-être que vous vous souvenez de la formule de Taylor qui nous dit Taylor pour les polynômes, qui nous dit que P de x va être égal à la somme pour k allant de 0 à n des dérivées km de P en A divisé par la factorielle de k portée par x moins a à la puissance k. Alors cette formule de Taylor, en fait, on peut la réinterpréter dans ce cadre comme nous donnant les coefficients du vecteur P par rapport à la base BA. Donc, les coordonnées de P relativement à cette base BA, ben, ce seront ces coefficients-là. C'est donc la matrice colonne des... Donc ici, dérivée zéroième de P en A, c'est P de A divisé par 1. Dérivée première, c'est première divisé par factoriel de 1, c'est P' de A. P seconde de A divisé par 2, etc. jusqu'à P dérivée nème évaluant A divisé par la factorielle de n. Alors, dans le même genre d'idée, on peut, par un autre biais, trouver le même genre de formule. Donc, remarque. Donc, par exemple, on peut remarquer que le polynôme, disons, xk, et ceci pour tout k entre 0 et n, xk peut s'écrire comme x moins a plus a puissance k, et avec le binôme de Newton, ceci se développe comme la somme pour i allant de 0 à k des, alors, des i parmi k fois a puissance
k moins i, x moins a puissance i. Ça aussi peut se réinterpréter comme nous donnant les coefficients du vecteur xk relativement à la base des x moins a puissance i. Donc on obtient par exemple ainsi, par exemple, la matrice du polynôme xk relativement à la base BA, c'est la matrice, colonne, qui a des coefficients de la première ligne jusqu'à la k plus unième ligne. Donc ici, on va faire une démarcation. Première ligne. Jusqu'à la k plus unième. Attention au décalage des indices qui existe puisque ceci est le premier vecteur de base qui correspond à x moins a puissance 0 et plus généralement le ième vecteur de base correspond à x moins a puissance i moins 1. Donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage ici. Donc ici, il y aura par exemple, là il y aura du a puissance k, là il y aura du k fois a puissance k moins 1, etc. Jusqu'à enfin le tout dernier coefficient qui va valoir donc 1. Ok, alors, donnons encore un exemple de calcul des coordonnées d'un vecteur relativement à une base. Donc, dernier exemple dans ce style. Alors, on va toujours raisonner avec les polynômes. On va se donner x0 jusqu'à xn des scalaires, 2 à 2 distincts. Et on introduit leur polynôme interpolateur de Lagrange, Li de x, pour i allant de 0 à n, qui sont les produits pour j allant de 0 à n et j distinct de i, des x moins j, xj, divisé par xi moins xj. Les parenthèses sont inutiles. Ok, alors ces polynômes forment une base. Donc ça, c'est une propriété qu'on va admettre. Donc ça, c'est une base de Rn crochet x. Et ils ont la propriété, ces polynômes, qui s'annulent quasiment en tous les xi, sauf en l'un, donc plus précisément, pour tout i et j entre 1 et n, ou entre 0 et n, on n'aura que le polynôme Lj évaluant xi va donner 0 ou 1, suivant que i et j sont égaux, donc, ou non, donc delta ij. Alors, par exemple, grâce à ça, je peux trouver les coefficients d'un polynôme relativement à cette base L0 à Ln. Donc, si P est un polynôme à coefficient réel, on va par exemple avoir que P s'écrit comme la somme pour i allant de 0 à n des P de xi portés par Li. Donc, je vous laisse le soin de vérifier cette formule. Et alors, relativement à cette base de L0 jusqu'à Ln, les coefficients de P sont donnés par les valeurs de P en x0, x1, etc. jusqu'à xn. Voilà. Voilà donc un certain nombre d'exemples de calcul des coordonnées de vecteurs relativement à une base. Mettons ça en œuvre, par exemple, pour calculer sur des exemples concrets des matrices d'application linéaire. Donc, on va faire deux exemples. Alors, l'exemple 1, ce sera par exemple l'application linéaire qui est la dérivation, qui va de Rn crochet x dans lui-même, et qui a un P polynôme associe sa dérivée. Et l'exemple 2 qu'on va traiter, alors, pour faire un truc un peu différent, ce sera l'application, donc on va se donner une matrice, soit A, la matrice AB
CD, élément de M de K, une matrice de 2 à coefficient dans K. Et on va noter LA, l'application qui va aller des matrices de 2 à coefficient dans K dans lui-même, et qui a une matrice X, va associer LA de X, qui n'est autre que la multiplication à gauche par A, c'est-à-dire AX. Alors, calculons des matrices de ces applications linéaires relativement à certaines bases. Donc, revenons donc à l'exemple 1. Faisons le cas de la base BA, qui est donc 1 x moins a jusqu'à x moins a puissance n. Alors, et donc cherchons la matrice de la dérivation relativement à cette base BA. Ok, donc on revient à la définition. Ça, c'est la matrice de la famille D, la dérivée du polynôme 1, la dérivée du polynôme x moins a, etc. jusqu'à la dérivée du polynôme x moins a puissance n, le tout relativement à la base BA. Et maintenant, si je me fixe un J entre 0 et n, je vais avoir que la dérivée de x moins a puissance j est égale, alors si j est égal à 0, c'est 0, et si j est non nul, donc ça donne du j x moins a puissance j moins 1, ok, alors en leur donnant un nom, disons ça c'est E0, E1, etc. jusqu'à En, on vient de dire, en d'autres termes, donc idest, quel que soit j entre 0 et n, l'image par l'application linéaire dérivation du vecteur de base EJ est égale, alors 0 si j est l'indice nul, et j EJ moins 1 si j est non nul, puisque ceci est EJ moins 1. Et donc, la matrice de D relativement à la base BA, ce sera, on marque sur le tableau d'à côté, la matrice, alors, la première colonne est nulle, puisque le premier vecteur est envoyé sur 0. La deuxième colonne, ça correspond à j égale à 1. Le premier vecteur E1 est envoyé sur 1. Donc un 1 ici. Alors le deuxième vecteur, c'est E1. Pardon, le troisième vecteur, c'est le vecteur E2. Et E2, c'est x moins a au carré. La dérivée de x moins a au carré, c'est 2 fois x moins a. Donc c'est 2 fois le premier vecteur. Donc on obtient ça. 2 fois le vecteur E1 plutôt. Etc. Et puis généralement, là on aura un 3. Etc. Et les derniers coefficients ressembleront à ça. Ici, il y aura du n moins 1. Là, ça croît linéairement. Là, il n'y a que des zéros. Donc ici, les zéros sont sur la diagonale. C'est une matrice triangulaire supérieure, parmi ce qui est le plus simple. Ok, alors on pourrait aussi faire ce calcul relativement à la base des L0 jusqu'à Ln. Donc maintenant, que vaudrait la matrice de la dérivation relativement à la base L0 jusqu'à Ln? Ok, donc pour ça on calcule la dérivée de Lj, donc si j
est un élément entre 0 et n. D de LJ, notons ce polynôme PJ. On a une formule générale qu'on a déjà introduite avant, qui nous dit que PJ, forcément, c'est la somme pour i allant de 0 à n des valeurs de PJ en les x, i, fois le vecteur Li. OK. Alors, du coup, on connaît déjà l'allure de la matrice. La matrice de D relativement à la base L0 jusqu'à Ln. Ben, le ijème coefficient, c'est ça. Avec Pj qui est le dérivé de Lj. C'est la matrice des Lj' calculée en xi. OK. Alors ça, on pourrait aussi les calculer explicitement, si on voulait. On va s'en tenir à ça. Revenons donc au deuxième exemple, qui est un peu différent. Donc, exemple 2, qui était donc l'application de M2 de R, de K plutôt, dans les mêmes. Application qu'on avait notée LA, qui prenait une matrice X et qui l'envoyait sur AX. Et on avait noté A, c'était la matrice ABCD, avec ABCD 4 scalaires. Alors, on aimerait bien en calculer sa matrice, donc relativement à une base. Il faut déjà commencer par choisir une base. Prenons comme base la base canonique, qui est donc la base des E1, des matrices élémentaires E11, E12, disons 2,1, E22. Donc ça, par exemple, juste pour vous souvenir, c'est cette matrice. Ça, ce serait la matrice, etc. Alors ces vecteurs, on va leur donner des noms. On va appeler ça E1, E2, E3, E4. Et on revient à la définition. La matrice de l'application linéaire LA relativement à la base B, c'est par définition la matrice de la famille de vecteurs LA de E1 jusqu'à LA de E4 par rapport à la base B. OK. Donc il faut qu'on exprime les LA de EJ comme des combinaisons linéaires des E1 jusqu'à E4. Alors faisons juste un exemple concret. Faisons les premiers calculs. Prenons LA du vecteur E1 et faisons-le aussi pour LA de E2. Alors ça, par définition, c'est A fois la matrice E1. E1, c'est la matrice E11, donc c'est A fois E11. On pose le produit matriciel. AB, CD fois 1, 0, 0. Donc ça va être concentré dans la première colonne. Et la première colonne, ça va nous donner A et C. Voilà. Alors faisons aussi rapidement le calcul de LA de E2. Donc, juste avant de terminer, donc ça se réécrit comme A fois la matrice E11 plus C fois la matrice E21. Donc ça, c'est A fois E1 plus C fois E3. Faisons aussi le calcul pour E2. Donc LA de E2, c'est par définition A fois la matrice E2. C'est par définition A fois la matrice E12. Voilà. Donc en posant le produit matriciel, ça donne A, B, C, D fois la matrice 0, 0, 1, 0. Ce qui donne ça, c'est égal à... Alors, tout est concentré dans la deuxième colonne, et il y aura du A et du C. Et ça, on peut le réexprimer comme A fois la matrice
E1, 2 plus C fois la matrice E de 2, c'est-à-dire A fois le vecteur E2 plus C fois le vecteur E4. Alors, pendant qu'on y est, on va finir le calcul. Donc, calculons rapidement LA de E3. Donc ça, c'est égal à A, B, C, D, 1, 0, 0, 0. Ça, c'est concentré dans la première colonne. Et ce qui survit, c'est B et D. Et LA de E4, c'est A, B, C, D fois le vecteur 0, 0, 0, 1. Ça, à nouveau, c'est concentré dans la deuxième colonne. Et les coefficients seront B et D. OK. Donc, on a obtenu que la matrice de LA de E1 relativement à la base, notre base B, LA de E2 relativement à la base B, LA de E3 relativement à la base B, et LA de E4 relativement à la base B, sont donc, alors pour le premier c'est A et C en première et troisième ligne. Voilà. Pour le deuxième, c'est A et C en deuxième et quatrième. Pour le troisième, c'est B et D en deuxième et quatrième. Et pour le dernier, c'est B et D en deuxième et... attendez. Ça c'est, pardon, en première et en troisième. Et pour le dernier, c'est B et D en deuxième et en quatrième. Donc, et on s'arrête là-dessus. Donc, conclusion. La matrice de l'application linéaire LA, qui est la multiplication à gauche par A, relativement à la base E11, E12, E21, E22, est égale à la matrice de format 4-4 A0C0, A0C et B0, D0, 0, B0, D. Voilà. Voilà donc sur quelques exemples concrets, un calcul de matrice d'endomorphisme ou d'application linéaire. Voilà. Donc en général, déterminer les coordonnées d'un vecteur relativement à une base, c'est pas forcément très simple, mais dans beaucoup de cas, ce que vous savez par ailleurs en algèbre vous permet de donner des expressions explicites de ces coordonnées. Je m'arrête là-dessus.